Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardot. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Louis Clerc, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Turku, en Finlande, et auteur d'une thèse publiée en 2011 portant sur la Finlande dans la diplomatie française entre 1918 et 1940, et d'un ouvrage publié en 2015 sur la guerre finno-soviétique. Louis Clerc, bonjour. Bonjour. Alors bonjour, si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pour parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule La Finlande dans la Seconde Guerre mondiale, qui est paru chez Perrin en mai 2023. Et donc c'est un ouvrage qui vient combler un vide historiographique et au-delà même en France, c'est un sujet qui est finalement peu connu. Comment vous pourriez expliquer cela et est-ce que c'est la raison qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage ? Alors en général, pour des raisons historiques et pour des raisons géographiques aussi, les pays nordiques sont peu connus en France. Il y a certains clichés sur leur histoire et en particulier on connaît peut-être plus l'histoire médiévale et ancienne des pays nordiques que leur histoire contemporaine. La Finlande en particulier, du fait de la langue et du fait aussi de sa proximité avec la Russie, qui fait qu'on a tendance à la considérer comme une continuation un peu des problématiques russes et soviétiques, et mal connues en France. Alors, il faut aussi dire qu'il y a assez peu de contacts entre ces pays, donc entre la Finlande et la France, donc a priori il y a aussi des raisons concrètes pour lesquelles la Finlande est mal connue en France. Alors le premier livre, donc ma thèse est liée essentiellement au fait que j'ai déménagé en Finlande, donc pour des raisons personnelles. Après j'ai décidé de faire ma thèse sur ça parce que j'étais déjà en thèse à Strasbourg, en doctorat à Strasbourg, et j'ai décidé d'orienter mes travaux sur le pays où j'allais habiter. Et puis le livre en 2015, c'était en fait le résultat d'une rencontre. J'avais rencontré un éditeur, journaliste, Jean Lopez, avait un bon contact et on avait discuté justement de ce manque de connaissances en France sur la Finlande, et on avait décidé ensemble de faire un premier livre en fait sur quelque chose où la France avait été impliquée, c'est-à-dire la guerre d'hiver, cette guerre entre la Finlande et l'Union soviétique entre 1939 et 1940, où la France avait pris très très visiblement fait et cause pour la Finlande. Donc ça c'était le premier livre pour Economica, et puis après moi je voulais faire un truc un peu plus large qui allait de 38 à 48 pour vraiment non seulement voir la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi voir la reconstruction après et le début de la guerre froide. Donc ça c'était alors ça Jean a encore été très sympathique et très généreux de son temps et de ses efforts, et Perrin a accepté le projet, donc voilà, c'est ça l'histoire en fait derrière ça. Donc c'est un travail qui a dû, j'imagine, vous prendre quelques années entre sa genèse et sa publication finale, donc en mai dernier. Est-ce que vous avez rencontré peut-être des difficultés particulières à produire une synthèse comme ça ? Et y a-t-il des traductions qui sont envisagées ? Alors les difficultés particulières, c'était peut-être surtout des difficultés de synthèse, parce que la Seconde Guerre mondiale en Finlande et dans la recherche nordique et finlandaise en particulier, c'est vraiment un sujet qui est très très recherché. Donc tous les aspects de cette période, on va dire 38-48, comme en France, tous les aspects ont déjà été beaucoup recherchés. Il y a très peu de choses qui restent sans traitement. Donc synthétiser, ça a vraiment été le plus compliqué. Décider ce qui pourrait aussi intéresser un public français, puisque il fallait quand même, les éditions Perrin me faisaient déjà une belle offre en publiant le livre. Il fallait aussi faire en sorte que ça intéresse un public français. Donc il fallait rester à un niveau relativement général, de façon à ce que le public français soit pas perdu dans les détails, et en même temps plonger dans certaines choses avec un peu plus de profondeur, de façon à étudier certaines choses un peu plus en détail. Donc c'était ce genre de décision. Comment synthétiser une masse de recherche assez importante, et ensuite sur quel sujet on prendrait le temps d'exposer un peu plus en détail les choses.
La traduction, alors c'est vraiment très tôt pour en parler, mais par les réseaux sociaux, en fait, j'ai été en contact avec un institut de recherche polonais qui serait intéressé par ça. Il faut dire que quand le projet a commencé en 2018, Perrin était intéressé, mais c'était pas bon, voilà, ça leur paraissait curieux et intéressant, mais sans plus. Donc le projet au début a traîné un petit peu, et puis à partir de 2022, la crise d'abord en 2021 entre l'Ukraine et la Russie, puis la tentative d'invasion de la Russie, enfin de l'Ukraine par la Russie. Évidemment, les parallèles avec la guerre d'hiver et avec les guerres de la Finlande contre l'Union soviétique sont évidents. Donc l'intérêt de Perrin a grandi, on va dire, pour certains parallèles. Et ça fait aussi que en ce moment en Europe de l'Est, il y a quelques pays où il y a un intérêt nouveau pour la Finlande. Avec aussi le fait que la Finlande est rentrée dans l'OTAN, etc., etc. Donc tout ça, j'espère, j'ai bon espoir que des traductions vont être faites, surtout dans cette ère-là, dans cette ère un peu frontalière avec la Russie. Du coup, vous l'évoquiez, vous convoquez dans cet ouvrage une bibliographie vraiment abondante. Est-ce que vous pourriez nous donner les 2-3 jalons historiographiques majeurs sur le sujet ? Alors sur le sujet de la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale, il faut vraiment pas faire l'économie de la recherche en finnois et de la recherche finlandaise. Les jalons historiographiques, je pense que c'est vraiment d'abord les années 50, dans lesquelles il y a énormément de mémoires qui sont publiées. Les mémoires du maréchal Mannerheim, donc du chef de l'armée finlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale, des mémoires de présidents, des mémoires de ministres, etc. Donc ça, c'est une première couche historiographique qui est composée essentiellement de mémoires. Et puis par la suite, les années 70 sont une période de recherche beaucoup plus critique, qui voit les recherches de chercheurs finlandais comme Juhani Paasivirta ou ce genre de chercheurs, qui à partir des années 70 ont la possibilité d'utiliser les archives finlandaises et allemandes, très peu les archives russes. Mais ça, c'est la troisième phase, on va dire, historiographique dans les années 80-90, où les archives russes, immédiatement après la fin de la guerre froide, s'ouvrent de façon assez limitée et permettent en fait à une génération de chercheurs comme Timo Rentola ou Orto Manninen de faire des recherches dans les archives russes. Et ça, c'est le moment où on apprend, par exemple, où on a la possibilité de voir de façon beaucoup plus précise la pensée de Staline sur le sujet, faire des publications de documents pris dans les livres russes, etc., etc. Donc on va dire, on dirait que c'est les trois grandes vagues historiques, on va dire, dans la recherche finlandaise. Et après, en français, il y a très 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 peu de choses. Il y a les mémoires de Mannerheim sont publiées, sont traduites et publiées presque immédiatement dans les années 50, avec une préface du général Weygand. Enfin, c'est très une vision très nationaliste de l'histoire finlandaise et de l'histoire européenne en général. C'est le début de la guerre froide, donc Weygand en fait une sorte de parabole anti-soviétique, donc c'est très inscrit dans le contexte de l'époque. Après 1968, il y a une histoire en 2 volumes de la Finlande par Aurélien Sauvageau, qui est un des principaux chercheurs français, linguistes, travaillant sur la Finlande. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Il y a vraiment pas grand chose en français. Après, en anglais, il y a plus de choses. Il y a un livre par Carl van Dyck, qui est un livre sur la guerre d'hiver et qui est très très détaillé. Beaucoup d'histoire militaire, assez peu d'histoire politique. Mais voilà. Ah oui, et évidemment, en finnois, la dernière vague historiographique, c'est le passage d'une histoire vraiment militaire et politique à une histoire sociale beaucoup plus large, avec des études sur des aspects de genre, des aspects d'histoire sociale, des aspects d'histoire légale, etc. Donc la Seconde Guerre mondiale est une espèce d'immense chantier pour l'historiographie finlandaise qui peut quasiment y projeter tous les tournants de la recherche. Les nouvelles ambitions de recherche peuvent être facilement utilisées, peuvent être facilement projetées sur cette période, puisqu'il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de matériel très très divers. Donc ça, ce serait en Finlande la 4e vague un peu historiographique, une sorte d'élargissement du cadre de la recherche. D'accord. Et avant de commencer et d'aller plus profondément dans le sujet, est-ce que nous pouvons nous demander de dresser une chronologie assez sommaire, mais qui permette un peu pour les auditeurs de comprendre justement cette histoire de la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, alors le livre commence en 38 du fait des premières discussions en fait de rectification de la frontière entre la Finlande et l'URSS. Alors pour ça, il faut revenir à 1920, qui est le traité. La Finlande devient indépendante en 1917. En 1920, elle signe un traité avec l'Union soviétique qui établit la frontière à un certain tracé. En 1938, l'Union soviétique commence à chercher à négocier une rectification de cette frontière. La frontière passe très près de Leningrad et les soviétiques sont pas satisfaits de ça. Donc ces négociations ne mènent à rien. Et en novembre 1939, l'Union soviétique, du fait de plans qui ont déjà été mis en place, attaque la Finlande en pensant à la frontière de Manu Militari. Les Finlandais résistent. Donc ça, c'est la guerre d'hiver qui se finit en mars 1940. Les Finlandais sont obligés de signer un traité de fin de conflit assez léonin avec Moscou. Et de fait, s'installe un sentiment d'irrédentisme dans le pays, une frustration par rapport à ce traité de Moscou de mars 1940 qu'on considère injuste, qui prive la Finlande de certains territoires, etc., etc. Et la Finlande glisse lentement vers l'Allemagne nazie. Et en 1941, au printemps 1941, elle s'organise pour attaquer l'URSS en juin 1941, en coopération avec l'Allemagne. Donc il y a une première phase entre juin 1941 et on va dire la fin de l'année 1941 où les Finlandais attaquent l'URSS en compagnie des Allemands. Donc il y a des troupes allemandes dans le pays qui participent à Barbarossa. Ça dure jusqu'à on va dire mai-juin 1942 où la guerre s'installe dans une sorte de guerre de position qui va durer 2 ans entre l'été 42 et l'été 44. À l'été 44, dans le cadre des grandes offensives de la fin de la guerre, les soviétiques attaquent à nous, espérant encore une fois envahir le pays et l'occuper. Mais les Finlandais résistent à nouveau, échappent à l'occupation et en septembre 44 s'extraient de l'alliance avec les Allemands et signe un traité, enfin signe un armistice avec l'Union soviétique. Et ensuite bon entre 44 et 45, il y a des combats dans le nord du pays contre les troupes allemandes qui sont encore dans le pays. Et puis ensuite en 47, il y a un traité qui est signé et en 48, un traité bilatéral qui est signé entre la Finlande et l'Union soviétique, qui sera le grand traité qui va organiser les relations entre les pays pendant la guerre. C'est les grands jalons, on va dire, chronologiques de la période. Ça explique pourquoi le livre va de 30 en 48, puisque je voulais avoir non seulement les premières négociations, mais aussi en 48 le traité qui met fin en fait à l'état de guerre entre les deux pays. Donc merci pour ces premiers éclaircissements. Donc maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc la Finlande en 1939, c'est un pays plutôt jeune qui a émergé, qui s'est consolidé pendant la Première Guerre mondiale, qui a ensuite suivi une guerre civile. Est-ce que vous pourriez nous dresser un peu un portrait politique de la Finlande en 1939, à la fois dans une dimension intérieure et extérieure? Quelle position adopte-t-elle vis-à-vis de ses voisins? Alors sur le plan intérieur, en 39, la Finlande est un pays qui est dirigé par une coalition de ce qu'on appelle une coalition rouge terre. Il y a une coalition entre les sociodémocrates et un parti spécificité des systèmes politiques nordiques sont ces partis du centre, qui sont des partis agrariens, c'est-à-dire représentant les petits propriétaires terriens dans les campagnes. Et donc c'est cette coalition qui dirige le pays, une coalition qui représente une très large majorité de la population, puisque si on y ajoute le Parti du peuple suédois, qui est un parti de la minorité suédophone, plus le Parti libéral, qui est une sorte de formation de centre-droit, ça couvre déjà un échantillon assez large, non seulement de projets politiques, mais aussi de population. Donc c'était un gouvernement qui a une légitimité assez large dans le pays. En termes de politique étrangère, le pays a mis en avant de façon très ferme 2 principes qui sont la neutralité, c'est-à-dire la volonté du pays de ne pas s'impliquer dans les conflits de grande puissance. C'est comme ça que la neutralité est interprétée et mise en avant par le discours officiel finlandais. Et ensuite, le deuxième principe qui serait la coopération des pays nordiques, c'est-à-dire l'espoir que les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark,
soutiennent et aident la Finlande, même dans ses éventuels problèmes avec son voisin soviétique. Donc c'est un gouvernement, et cette politique étrangère est aussi soutenue et a une forte base dans l'opinion publique finlandaise. Donc ça c'est les choses, c'est les choses assez générales. Le contexte de ça, c'est une société qui s'est divisée en 1918, immédiatement après l'indépendance, puisqu'il y a eu une guerre civile entre les rouges et les blancs, qui était vraiment une réplique de la guerre civile soviétique, russe. Et cette guerre civile a divisé le pays et a assez longtemps, enfin pour quelques années, mis les sociodémocrates un peu en dehors du jeu politique, puisque la droite, puisque les blancs ont gagné, les conservateurs ont gagné, et les sociodémocrates étaient considérés comme au moins soutien moral des rouges, et donc ont été ostracisés de la vie politique. Mais ils sont et à la fin des années 30, aussi du fait que la Finlande est un pays qui va bien économiquement à la fin des années 30, qui développe les premières mesures d'état social, avec les mesures sur les retraites, les mesures sur le chômage, etc., etc. On voit déjà les prémices d'un État-providence qui se met un peu en place. Donc c'est un gouvernement qui vraiment bénéficie dans le pays d'une grande popularité, et cette politique étrangère de neutralité, d'une sorte d'isolationnisme, soutenu plus ou moins par les pays nordiques, fait aussi l'objet d'une grande presque d'une unanimité à l'intérieur du pays. Et donc cette politique étrangère de neutralité, elle est finalement ébranlée par le déclenchement de la guerre d'hiver, qui oppose, donc on le rappelle, la Finlande et l'URSS. Vous expliquez donc son déclenchement, qui comme toujours est le fait de facteurs pluriels. Vous analysez son déroulement dans votre ouvrage en déconstruisant certaines idées reçues. Alors pour commencer, pourriez-vous peut-être nous expliquer les motivations de l'URSS à attaquer la Finlande, et comment globalement se déroule cette guerre qui finalement se solde par la victoire soviétique, mais on voit bien que ça a été plus compliqué que ça dans un premier temps. Alors les motivations de l'URSS, c'est toujours la question à 1 million d'euros. Il y a un débat en fait sur ces motivations. Est-ce que Staline voulait, c'est toujours un peu le même débat dans tout ce que fait Staline. Est-ce que ses motivations sont idéologiques, ou bien est-ce que ses motivations sont purement pragmatiques et liées à la vision de la sécurité russe? Le versant idéologique, les tenants de cette thèse idéologique disent que le but de Staline, avant tout, était d'étendre la révolution, et donc de conquérir des pays sur la frontière de l'URSS de façon à étendre le système soviétique. Alors ensuite, la deuxième version de la deuxième vision, c'était que non, Staline était en fait un pragmatique qui voulait essentiellement sécuriser le territoire de l'Union soviétique contre la guerre inévitable. Ça, c'est le titre d'un livre de Silvio Ponce sur Staline et la guerre inévitable. L'idée que cette guerre allait venir avec l'Allemagne nazie de toute façon, que le traité Molotov-Ribbentrop n'était qu'une tactique une façon de reculer l'échéance, et que la politique de Staline dans les pays dans la zone baltique et en Finlande était essentiellement pragmatique, visant à arranger des frontières de façon à se préparer à cette guerre. Le problème, évidemment, c'est que Staline est quelqu'un qui voit les choses d'une façon particulière. La neutralité finlandaise, etc., pour lui, c'est des bêtises. Donc, un pays ne peut pas être neutre. La Finlande est un pays qui a des liens culturels et personnels avec l'Allemagne, et donc forcément, cette neutralité finlandaise est motivée par l'Allemagne. Donc, moi, je pense que la base de ce que Staline veut faire est plutôt pragmatique, c'est assurer les frontières de l'Union soviétique. Mais en même temps, il est idéologique, ou on va dire ses perceptions de la situation sont très importantes, parce qu'il voit tous les pays de cet arc d'Europe de l'Est, qui va de la Finlande à la Grèce, on va dire, comme potentiellement hostiles et potentiellement alliés à l'Allemagne. Donc il y a un mélange de ça. Et après, concernant véritablement le cas finlandais, là aussi il y a un débat historiographique. Les Finlandais, face aux demandes de Staline, résistent très longtemps, refusent absolument toute modification de la frontière, et considèrent
considère les demandes de Staline comme non fondées en droit et donc absolument impossibles à accepter. Là aussi, le gouvernement est très bien soutenu par la population dans cette politique. Et donc, il y a un débat, est-ce que les Finlandais auraient pas dû accepter des modifications limitées de la frontière de façon à éviter la guerre avec Staline. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à ce gouvernement de 1939, de façon, à mon sens, relativement injuste, parce que d'abord, eux aussi fonctionnaient dans le contexte où ils étaient, c'est-à-dire que pour eux, ils étaient sûrs que les pays nordiques allaient les aider, ils étaient sûrs que l'Union soviétique n'allait pas attaquer, que c'était un bluff, ils étaient sûrs que le droit était avec eux, et donc ils avaient la possibilité d'en appeler à la Société des Nations, etc., en cas de problème. Et ils avaient le soutien de la population. Donc a priori, en termes de leur propre perception, ils n'avaient aucune raison d'accepter les demandes de Staline. Et accepter les demandes de Staline aurait très probablement repoussé l'échéance seulement, aurait très probablement repoussé la guerre à 1941, puisque a priori, il est à peu près certain que l'Union soviétique aurait à un moment attaqué la Finlande. Donc c'est cette situation qui a fait l'objet de débats importants, mais dans le livre j'essaie de faire une synthèse et de prendre parti un peu dans ce débat, aussi bien politique générale de Staline, que je vois peut-être plus pragmatique idéologique, et sur la politique finlandaise. Et sur ça, je suis de cet avis qu'accepter les offres de Staline en 1939, uniquement repousser l'échéance d'une attaque par l'Union soviétique de la Finlande. Et après, sur le déroulement de la guerre, donc de cette première phase militaire, donc la guerre d'hiver entre novembre 39 et mars 40, il y a en fait 3 phases assez claires qui se détachent. La première où, avec d'immenses difficultés d'intendance, d'immenses difficultés techniques, les soviétiques traversent la frontière et attaquent le territoire finlandais sur toute la longueur en fait de la frontière entre l'Union soviétique et la Finlande, et où les Finlandais résistent. Alors ça étonne tout le monde. Les Finlandais résistent essentiellement du fait de la qualité de leur armée, mais aussi beaucoup du fait du manque de qualité de l'armée soviétique, qui n'est pas du tout préparée pour ce combat, qui n'est pas du tout préparée pour le terrain, qui n'est pas du tout préparée pour une guerre longue, et qui se retrouve face à une armée qui est prête à lui résister. Donc, cette première phase, décembre 1939. Ensuite, en janvier 1940, il y a une sorte de guerre de position où l'armée soviétique se reconstruit, reprend ses schémas tactiques, reprend l'organisation de ses troupes, amasse plus de matériel et plus de troupes sur la frontière, etc., etc. Donc il y a toute une remise en marche toute une remise à plat en fait du système soviétique. C'est aussi le moment où l'armée soviétique reprend dans sa propagande les thèmes de la propagande nationaliste russe, les thèmes russes, c'est-à-dire la défense du territoire, le combat pour la patrie, etc., qui avait disparu dans les années 30. Et ensuite, à partir de février 1940, il y a une grande offensive soviétique qui rogne petit à petit. Alors là, on a des combats dignes de la Première Guerre mondiale, hein, c'est vraiment énorme préparation d'artillerie pendant des heures et des heures et des heures, et ensuite énorme vague d'infanterie qui prend 20 mètres, et ensuite on recommence. Donc là, on a vraiment une bataille d'attrition qui ressemble beaucoup au combat de la Première Guerre mondiale, et qui font aussi penser, sont assez clairs au combat de cette année entre les Ukrainiens et les Russes, puisque là on a vraiment affaire à la même capacité de l'armée russe à se reconstruire sur des schémas extrêmement simples, voire simplistes, et à se reconstruire au niveau tactique, c'est-à-dire avec une débauche de moyens, arriver à avoir des succès tactiques limités, mais qui, à force d'accumulation,
deviennent aussi des succès opérationnels ou stratégiques. Donc ça c'est aussi un parallèle. Et donc l'armée finlandaise en fait se retrouve face à un rouleau compresseur qu'elle a énormément de mal du fait de ses moyens limités. La Finlande quand même demeure un petit État avec peu de moyens, a beaucoup de mal à arrêter. Et alors il y a des moments assez dramatiques au début mars où les Finlandais en fait, le gouvernement finlandais ne sait pas ce qui se passe sur le front, perd contact avec le front et n'arrive pas à prendre la décision d'arrêter la guerre. En fait, c'est les demandes de Staline. Et où finalement, le 8 mars, le maréchal Mannerheim prend contact avec le gouvernement, découvre lui-même les ponts et prend contact avec son gouvernement pour lui dire que l'armée ne peut plus assurer la sécurité du front. Et c'est à ce moment-là que les Finlandais décident de faire la paix, dans des conditions assez dramatiques, puisque les demandes de Staline sont drastiques. La Finlande perd des territoires importants, perd une ville importante qui est Viipuri, etc., etc. Mais considérant l'état du front et l'état de l'armée, Mannerheim est de cet avis qu'on n'a pas le choix. Il faut faire la paix. Donc le gouvernement décide de faire la paix. On envoie des émissaires à Moscou qui signent un traité, le traité de Moscou, qui met fin à la guerre. C'est les bases chronologiques de cette guerre d'hiver. Et dans cette guerre d'hiver, quelles sont les positions adoptées par la France, par la Grande-Bretagne, mais aussi d'un autre côté par l'Allemagne nazie? Alors ça c'est aussi très intéressant. Ça c'est ma thèse, donc je peux en parler longtemps. Pour résumer un peu les choses, la France et la Grande-Bretagne voient le combat entre la Finlande et l'Union soviétique comme une occasion en fait d'ouvrir la guerre dans le Nord, c'est-à-dire d'ouvrir un nouveau front d'attrition contre l'Allemagne nazie. Alors ça c'est le projet d'un homme, c'est le projet d'Édouard Daladier, du président du Conseil français. Édouard Daladier est un idée qu'on a décrit comme velléitaire et un peu faible, mais dans sa menée de la guerre. Mais la base de la vision de la guerre d'Édouard Daladier, c'est d'essayer d'éviter que les combats ne se passent en France, puisqu'Édouard Daladier a participé à la Première Guerre mondiale. On voit bien dans la biographie que lui a consacrée Elisabeth Duréau, qui est décédée récemment, la mémoire de la Première Guerre mondiale est extrêmement importante pour Daladier. Et pour Daladier, le fait d'ouvrir ces fronts d'attrition avec l'Allemagne et de toucher l'Allemagne en fait par ses alliés, l'Union soviétique qui est considérée comme un allié objectif de l'Allemagne, mais aussi un endroit où l'Allemagne trouve ses matières premières, comme par exemple la Suède, où l'Allemagne trouve du fer et du minerai de fer. Ça lui paraît une guerre plus intelligente que en fait mettre front contre front en France. Donc cette volonté d'économiser en fait non seulement le territoire mais aussi le sang des soldats français lui fait considérer des projets qui maintenant avec un peu de recul paraissent complètement délirants, comme par exemple le bombardement des puits de pétrole du Caucase pour éviter que l'Allemagne puisse se ravitailler là-bas, ou bien l'aide à la Finlande dont il pense qu'elle pourrait permettre d'ouvrir un front dans le nord et de prendre les minerais de fer de Suède. Alors ça, là, Daladier est aussi poussé un petit peu par un mouvement populaire qui se développe en décembre 1939, poussé par les autorités finlandaises qui font une propagande extrêmement habile et extrêmement forte en France. Donc pour ces deux raisons, pour sa vision de la guerre, mais aussi l'enthousiasme populaire qui se développe autour de la Finlande, à partir de janvier, il va pousser les Anglais à développer différents plans pour aller entre guillemets aider les Finlandais, mais en fait concrètement envoyer des troupes alliées dans le nord pour sécuriser différentes matières premières, mais également en espérant que ça affaiblira l'Union soviétique et que ça affaiblira aussi l'Allemagne. Alors c'est ça le but. À partir de janvier-février 1940, c'est ça le but des alliés de la France et de la Grande-Bretagne. Alors ça pour les Finlandais eux-mêmes, ça a des conséquences assez dramatiques. En fin février 1940, les Finlandais sont quasiment prêts à accepter les offres de Staline. Mais Édouard Daladier s'implique personnellement pour les pousser à refuser les offres et donc à continuer la guerre. Or,
partir de là, la guerre n'a plus vraiment lieu d'être puisque Staline ne va pas changer ses offres et l'armée finlandaise est en train de se déliter. Donc en fait, c'est 2 ou 3 semaines de plus que la guerre dure du fait des Édouard Daladier, tout simplement. Tue plus de soldats finlandais et soviétiques pour vraiment pas grand chose. Mais voilà, c'est un peu l'aspect négatif de cette implication de la France et de la Grande-Bretagne. L'aspect positif étant que la France et la Grande-Bretagne aident la Finlande par des livraisons d'armes, par des livraisons d'argent, de matériel, etc., etc. Et ensuite l'Allemagne, l'Allemagne nazie est prise l'Allemagne nazie, Hitler se considère lié par le traité Molotov-Ribbentrop. Et donc, malgré la vague d'enthousiasme à l'intérieur de l'Allemagne nazie, d'enthousiasme populaire, que ce soit en Allemagne nazie ou en Italie fasciste pour la Finlande, Hitler refuse d'aider la Finlande, malgré le fait que les Finlandais demandent à Hitler d'intercéder avec Staline, mais Hitler refuse ça. Donc c'est un peu la situation inverse qu'il y aura à partir de 1941 où au contraire la Finlande sera alliée avec l'Allemagne nazie et les Franco-Britanniques, enfin surtout les Britanniques, leur déclarant. Oui, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la manière dont le traité de Moscou, qui est signé en mars 40, mène progressivement la diplomatie finlandaise à un rapprochement avec l'Allemagne nazie? Oui, alors pour le rapprochement avec l'Allemagne nazie, il a des raisons. D'abord, ses racines sont dans le traité de Moscou. Le traité de Moscou prive la Finlande des territoires assez importants sur sa frontière est. Une ville importante qui était Viipuri, qui était une des plus grandes villes du pays, installe une base à quelques dizaines de kilomètres, une base soviétique à quelques dizaines de kilomètres d'Helsinki, etc., etc. Donc c'est un traité la Finlande émergeait de la Première Guerre mondiale comme un pays relativement satisfait des frontières, et d'un coup, là, en quelques jours, la Finlande devient un pays irrédentiste, avec de très très fortes frustrations liées à cette frontière, à ce tracé de frontière et à la fin de cette guerre. C'est des frustrations qui se voient très bien dans l'opinion publique, parce que l'opinion publique, du fait de la propagande de guerre, avait été plus ou moins persuadée que le front allait bien, que la Finlande se débrouillait bien, et donc est extrêmement surpris par la dureté de ce traité. Les Finlandais, l'opinion publique finlandaise voit ça comme un terme connu, mais un coup de couteau dans le dos. C'est quelque chose qui est considéré comme une trahison, comme une injustice, comme quelque chose qui ne peut pas en rester là. Pour une partie de la population, pas pour toute la population, mais pour une grosse partie de la population, c'est considéré comme quelque chose sur lequel il va falloir revenir pour reprendre les frontières d'avant. Et ce sentiment est particulièrement vrai pour les dirigeants finlandais, qui, à partir de 1940, vont commencer à représenter la droite, une droite nationaliste, conservatrice, pas du tout l'extrême droite, pas du tout les semi-fascistes. Il y a un tout petit parti semi-fasciste en Finlande, mais qui n'a pas véritablement d'influence sur la vie politique à ce moment-là. Mais la droite irrédentiste, qui va vouloir trouver des moyens d'abord de sortir la Finlande de son isolation. La Finlande est très isolée après la fin de la guerre d'hiver. Isolation économique d'abord, commerciale, et ensuite isolation politique. Et le seul pays avec lequel ils vont réussir à briser cette isolation, c'est l'Allemagne nazie. Donc ils vont petit à petit reconstruire des liens avec l'Allemagne nazie, d'abord des liens économiques et commerciaux, et ensuite des liens politiques, et ensuite des liens militaires, puisque de la coopération politique, on va commencer à passer à une possible coopération militaire avec l'Allemagne nazie pour justement reprendre les territoires qui avaient été pris par l'Union soviétique à la Finlande. Et donc ça se met en place de façon très secrète et de façon très progressive dans l'hiver 40-41, jusqu'à ce que, à partir de début 41, des troupes allemandes arrivent en Finlande, d'abord sous le prétexte
de transfert de troupes en fait entre l'Allemagne et Norvège, qui a été conquise qui est occupée par l'Allemagne, puis très clairement pour s'installer dans le pays, et en juin 41 il y a des troupes allemandes dans le nord du pays qui sont prêtes à traverser la frontière pour attaquer l'Union soviétique. Donc ça c'est un glissement progressif en fait vers une coopération de plus en plus importante, d'abord dans le but de sortir la Finlande de son isolation économique, commerciale, politique, puis de trouver un soutien face à l'Union soviétique qui exerce des pressions assez importantes sur le gouvernement finlandais, puis dans l'idée que le traité de Moscou est un traité injuste, travailler avec l'Allemagne pour reprendre les territoires qui avaient été perdus. Et donc dans cette guerre de continuation entre 1941 et 1944, comment se manifeste plus concrètement la collaboration entre le Reich et la Finlande, et quelle est la réaction des Alliés vis-à-vis de ce comportement de la Finlande justement? Alors la réaction des Alliés, il y a deux sortes de réactions. On va commencer par là parce que ça se passe au début en fait. La Grande-Bretagne réagit de façon extrêmement critique au fait que la Finlande attaque l'Union soviétique en compagnie de l'Allemagne. Donc il y a quelques bombardements par des avions allemands, par des avions britanniques dans vraiment le nord de la Finlande, dans le corridor de Petsamo. Mais surtout la décision la plus importante, c'est la déclaration de guerre britannique le 6 décembre 1941 avec la Finlande. Donc là, Londres déclare la guerre à la Finlande pour essayer de faire pression sur la Finlande, pour essayer de les empêcher de fermer en fait par le nord le siège de Leningrad. Et donc ça c'est aussi des gages donnés par Londres à Moscou pour continuer à avoir l'aide soviétique. En 1941, on est toujours dans un contexte où les Américains n'ont pas rejoint la guerre, donc les seuls pays qui se battent concrètement contre l'Allemagne nazie, c'est la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Donc je pense que c'est un peu simplifié, mais c'est du point de vue de Londres, l'alliance avec l'Union soviétique est extrêmement importante, et donc il faut donner des gages, et on donne des gages en déclarant la guerre à la Finlande. Pour les États-Unis, en revanche, les États-Unis ne déclarent jamais la guerre à la Finlande, et les Finlandais et leur diplomatie vont travailler énormément à essayer de garder de bons contacts avec les États-Unis, essayant d'expliquer leur situation un peu entre deux, les difficultés de leur situation après la guerre d'hiver, etc., etc. Donc il y aura pas de déclaration de guerre des États-Unis à la fin. Ensuite, pour ce qui est de la guerre de continuation et de la nature, on va dire de l'alliance avec l'Allemagne, il y a plusieurs éléments qui ont une influence là-dessus. La coopération avec les Allemands est d'abord et avant tout militaire, c'est-à-dire qu'il y a des soldats allemands en Finlande, l'armée qui sont sous la responsabilité de l'armée finlandaise, et l'armée finlandaise et l'armée allemande coopèrent sur un front très précis, qui est le front de les plus de 1500 kilomètres de frontières entre la Finlande et l'Union soviétique. Donc c'est une coopération avant tout militaire où les Finlandais et les Allemands ont le même but, c'est-à-dire de prendre le plus possible de territoire soviétique dans le nord de l'Europe. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien du côté allemand, parce que les Allemands comme les Soviétiques n'étaient pas vraiment prêts pour le terrain, les Allemands non plus ne sont pas particulièrement adaptés au terrain. Les troupes allemandes sont des troupes de montagne, mais malgré ça, c'est des troupes de montagne qui sont extrêmement motorisées et qui n'ont pas l'habitude d'être dans des conditions aussi difficiles et dans un environnement aussi difficile, puisque les forêts du nord de la Finlande, c'est vraiment des environnements très 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 compliqués pour la guerre. Donc les troupes allemandes n'avancent pas ou avancent difficilement. La guerre dans le nord de la Finlande se stabilise assez rapidement sur une sorte de guerre de position entre les Soviétiques et les Allemands et les Soviétiques et les Finlandais.
Par contre, les Finlandais arrivent, eux, à reprendre les territoires de Carélie et un peu plus que ces territoires de Carélie qu'ils avaient perdus en 1940. Donc ça c'est le premier aspect, et je dirais c'est le plus important, c'est celui sur lequel tout le monde revient, et c'est celui sur lequel se basent la plupart des coopérations entre l'Allemagne nazie et la Finlande. Idéologiquement, la Finlande n'est pas du tout dominée par l'idéologie nazie ou par les coopérations idéologiques, on va dire, avec les Allemands. Entre 41 et 42, il y a un moment où les plus, on va dire, les plus nazis des élites finlandaises peuvent s'exprimer de façon extrêmement libre, et elles s'en privent pas. Il y a, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on traduit Mein Kampf, on traduit les protocoles des sages de Sion, etc. Ce genre de littérature se retrouve traduit et mise en avant de façon à donner à l'Allemagne nazie l'image que la Finlande est un allié loyal, et etc. Donc on utilise beaucoup à ce moment-là la culture et les relations diplomatiques, les relations personnelles aussi avec l'entourage d'Hitler, pour mettre en avant une image de la Finlande comme d'un allié loyal et utile. Mais du point de vue des élites finlandaises, ceux qui partagent vraiment l'idéologie nazie sont très peu nombreux, et finalement ont relativement peu d'influence, à part à ce moment en 41-42 où leur voix est très fortement mise en avant. Après, politiquement et au niveau des relations diplomatiques, il y a aussi pas mal de frictions en fait entre les alliés. Selon les évolutions du front, Hitler est plus ou moins persuadé que les Finlandais vont faire leur propre paix séparée, etc. Donc il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là entre 41 et 44. Et après, pour ce qui est de l'aspect peut-être le plus dramatique de ça, c'est-à-dire la destruction l'assassinat des Juifs européens. La Finlande est un pays qui ne participe pas en tant qu'État à l'Holocauste, mais qui, du fait du traitement des prisonniers de guerre des prisonniers de guerre russes essentiellement dans le nord du pays, prête assistance à l'armée allemande pour le traitement et l'exécution de certains de ces prisonniers. Donc c'est aussi un aspect qui a son importance, et qui est aussi lié à ce contexte d'alliance avec l'Allemagne nazie. Et du coup, ce qui peut paraître surprenant, c'est comment est-ce qu'on passe de cette alliance avec l'Allemagne nazie à la guerre de Laponie qui éclate en septembre 44. Ouais, alors ça c'est vraiment la fin de la guerre, en fait, toute la séquence qui va entre mai 1944 et on va dire mai 1945 pour les Finlandais. D'abord, il faut résister à une offensive de l'Union soviétique. Donc, à partir de juillet 44, les soviétiques attaquent très fortement la Finlande. Staline pense que avant de partir pour Berlin, il veut assurer son flanc nord et donc envahir la Finlande. Les Finlandais résistent, mais uniquement avec l'aide de l'Allemagne. Et donc l'Allemagne leur donne des troupes, leur donne du matériel, et force le président finlandais à s'engager à une alliance avec l'Allemagne nazie, à s'engager à ne pas faire de paix séparée. Les Finlandais, avec cette aide, arrivent à repousser les troupes soviétiques, mais la situation devient extrêmement difficile, et on considère à la fin de l'été, donc entre août et septembre, qu'il va falloir faire une paix séparée avec Moscou si la Finlande veut survivre en tant qu'État indépendant. Et donc, le président, Risto Ryti, démissionne, et son successeur, considérant que l'engagement personnel de son prédécesseur ne l'engage plus à lui personnellement, entame des négociations avec l'Union soviétique. Donc c'est une sorte de manœuvre assez finaux de la part des Finlandais qui changent de président pour pouvoir en fait se délier de la promesse personnelle faite par Risto Ryti à Hitler et aux élites nazies. Et donc, sous un nouveau président, le pays commence des négociations avec l'Union soviétique, qui en arrive à un armistice en septembre 1944. Mais cet armistice, qui prend pas vraiment par surprise les Allemands, parce qu'ils l'avaient plus ou moins vu venir depuis fin août,
mais le fait est qu'ils n'avaient pas eu le temps de dégager leurs troupes de la Finlande. Donc il y a encore des troupes allemandes en Finlande en septembre 1944, quand l'armistice se met en place, une commission de contrôle soviétique arrive à Helsinki, il y a toujours des troupes allemandes sur le territoire finlandais. Donc les soviétiques forcent les Finlandais à repousser ces troupes. Au début, ça se passe relativement bien. Les Allemands quittent leur position, reculent en bon ordre, et les Finlandais les suivent à une distance relativement respectable. Mais les Soviétiques poussant encore plus les Finlandais à aller encore plus vite, les troupes finlandaises sont obligées d'attaquer les troupes allemandes pour soit les capturer, soit les faire partir encore plus vite. Et donc les troupes allemandes vont se mettre à pratiquer une tactique de terre brûlée qui fait que des zones extrêmement importantes de la Laponie et du nord de la Finlande sont entièrement brûlées, toutes les zones urbaines détruites. La ville de Rovaniemi, par exemple, qui est une ville assez importante avec une université, etc., est entièrement détruite par les troupes allemandes, en train de reculer vers la frontière norvégienne et vers les bases en Norvège. Donc ça dure quand même assez longtemps. Ça dure de décembre 1944 à mai 1945. Donc c'est presque 6 mois de guerre, assez, pas très intense, mais assez difficile entre les Allemands et les Finlandais. Et du fait de ses oscillations, de sa position en faveur de l'Allemagne nazie, quel a été le traitement de la Finlande après la Seconde Guerre mondiale, après mai 1945 justement? Alors le gros problème évidemment, c'est que la Finlande sort de la Seconde Guerre mondiale. L'aspect positif, c'est que la Finlande n'a pas été envahie. La Finlande n'est pas occupée par l'armée soviétique, ce qui la différencie drastiquement de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, et finalement le parallèle est plutôt avec la Yougoslavie qui n'aura pas été occupée aussi par les troupes soviétiques. Donc ça c'est un point positif. Après tout le reste est plutôt négatif. La Finlande sort de la Seconde Guerre mondiale comme ex-allié de l'Allemagne nazie et personne du côté des alliés occidentaux, on va dire, n'a particulièrement de vocation à l'aider ou à la soutenir contre l'Union soviétique. Donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, etc. Il n'y a pas de soutien à espérer de ce côté-là. La France y rajoutera une petite note particulière en demandant le remboursement des armes qui avaient été livrées en 39-40, armes qui étaient supposées être données à la Finlande, mais qui finalement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le traité sera réinterprété par le gouvernement français. Ces armes n'étaient pas des dons, mais en fait des prêts qui doivent être repayés. Donc ça vous donne une idée un peu de la façon dont la Finlande était traitée après la Seconde Guerre mondiale, considérée comme un ex-allié de l'Allemagne nazie et donc comme une puissance défaite. Et donc personne n'allait les aider contre l'Union soviétique. Alors c'est les Finlandais plus ou moins qui il y a 3 choses. Il y a le fait que pour Staline, la Finlande c'est pas la principale priorité dans la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans le début de la séquence qui va mener à la guerre froide. Donc Staline peut se contenter, n'ayant pas de troupes d'occupation dans le pays, peut se contenter d'une relation amicale sans plus. Du moment que les Finlandais font ce qu'on leur dise, on n'est pas obligé d'avoir un parti communiste au pouvoir en Finlande. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Finlande est un pays qui a une capacité à changer, on va dire, sa ligne de politique étrangère assez rapidement. Et donc les élites politiques finlandaises vont très rapidement passer d'une ligne très anti-soviétique à une ligne de coopération avec l'Union soviétique. Et là, on a des gens qui viennent du 19e siècle. Hein, le premier ministre puis le président finlandais Urho Kuusiparsikivi, qui est qui avait été gestionnaire en partie de la relation au 19e siècle, dans la fin du 19e siècle, entre la Russie tsariste et la Finlande. C'est des gens qui parlent russe, c'est des gens qui connaissent bien la Russie, et qui vont en fait reprendre une sorte de relation avec la Russie devenue Union soviétique, insistant sur la relation directe avec les dirigeants de l'Union soviétique, les relations bilatérales avec le pays, insistant aussi sur
des lignes très claires. On ne transige pas avec la démocratie dans le pays, on ne transige pas avec la loi de base, on ne transige pas avec un système multipartisan, on ne transige pas avec l'économie de marché, mais tout le reste, a priori, est négociable et sera négocié avec l'Union soviétique. Donc les Finlandais vont s'activer dans la fenêtre d'opportunité que leur laisse le côté périphérique de leur pays. C'est pas la chose la plus importante pour Staline. Ils vont s'arranger pour reconstruire des relations amicales avec l'Union soviétique. Quasiment seuls, puisque toutes les autres puissances les considèrent comme une puissance défaite, comme un pays défait et comme d'anciens alliés de l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est vraiment l'espèce de petit miracle finlandais qui est à la fois la résistance de l'armée finlandaise dans l'été 1944, qui est déjà en soi quelque chose de très très important, qui donne la possibilité après aux diplomates et aux hommes politiques finlandais de faire ce travail de reconstruction de relations avec l'Union soviétique. Ça débouche sur la position très particulière de la Finlande dans la guerre froide, qui est à la fois très clairement dans la zone d'influence de l'Union soviétique, mais qui conserve aussi un système démocratique, une économie de marché, une politique étrangère indépendante, etc., etc. Dans votre ouvrage, vous abordez pour des raisons évidentes des aspects politiques, des aspects stratégiques. Quelle est la place que vous avez pu donner à l'histoire par le bas dans tout ça, à la place des Finlandaises et des Finlandais dans le conflit? Alors j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est très peu. Bon, j'ai pas pu donner autant de place que j'aurais voulu à ça. J'ai essayé de mettre en avant la vie quotidienne, on va dire, pendant le conflit, les aspects liés aux interdictions, les aspects liés à la propagande, les aspects liés aux évolutions sociales, à la place des femmes, etc. La Seconde Guerre mondiale en Finlande, en fait, fonctionne. On pourrait faire un parallèle à la Première Guerre mondiale en France. C'est-à-dire c'est un moment où l'État devient beaucoup plus important qu'avant, c'est un moment où on met en place des politiques de soutien social, c'est un moment où la place des femmes change, c'est un moment où les mœurs aussi évoluent, etc., etc. Donc j'ai vraiment essayé de mettre ça en place, mais je dois avouer être un historien du politique avant tout, et c'est vrai que c'est plutôt une histoire vue de haut, mais j'ai essayé par des citations et en utilisant le travail d'autres chercheurs de mettre en avant ces aspects-là. Alors la particularité de la Finlande, c'est tous les aspects liés à l'alcool, et il y a deux choses, on va dire, tous les aspects liés à l'alcool et aux mœurs, l'interdiction de danser, l'interdiction de consommer de l'alcool, etc., etc. Et en même temps les façons dont ces interdictions sont contournées de façon très 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 claire. Et la deuxième chose, c'est vraiment le développement. La guerre fonctionne comme une sorte de laboratoire de l'État-providence, en fait. Et ça, c'est très très important parce que c'est vraiment la base de la construction d'un État-providence après la Seconde Guerre mondiale en Finlande. Et le changement, en fait, le passage d'une vision très libérale de la place de l'État dans la société à une vision extrêmement le modèle nordique qu'on connaît, tout ça a ses racines dans la séquence de la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, aujourd'hui, dans la société finlandaise, quelle place occupe la Seconde Guerre mondiale dans la mémoire collective du pays? Alors, la Seconde Guerre mondiale a encore une place assez importante. C'est vraiment le moment de gloire de l'histoire finlandaise. On pourrait dire même que si la Finlande est devenue indépendante en 1917, elle ne devient véritablement indépendante qu'en 1939-1944. C'est-à-dire qu'elle ne prouve sa capacité à exister comme État indépendant qu'à ce moment-là. On pourrait parler presque de deuxième indépendance, exactement de la même façon qu'on peut parler de deuxième déclaration d'indépendance avec l'Ukraine en 2022. La capacité de l'Ukraine à résister à l'attaque russe lève entièrement tous les doutes qu'on pouvait avoir sur la capacité d'un tel pays à exister indépendamment du contexte russe. Doute qui était extrêmement prégnant en France, si on revient aux réactions de diplomates et de commentateurs dans les débuts des années 90 en France à l'indépendance de l'Ukraine. C'était pas entièrement des réactions enthousiastes. On doutait beaucoup de la capacité de ce pays à exister en dehors du cadre soviétique. Mais là, la guerre très clairement prouve la capacité du pays
à exister. C'était la même chose pour la Finlande. Donc la Seconde Guerre mondiale est quelque chose qui est très présent dans les discussions et dans les débats finlandais. On y revient souvent, on y cherche des modèles, on y cherche des métaphores pour expliquer du temps de la pandémie ou du temps de la crise de l'euro, les métaphores sur la guerre d'hiver, sur le fait qu'on allait résister, qu'on allait faire ça ensemble, etc., etc. Tout ça était très évident. Après, c'est aussi une séquence qui est débattue, surtout évidemment l'alliance avec l'Allemagne. Et quelle était la nature en fait de cette alliance, la participation de la Finlande et des Finlandais à l'Holocauste, etc. Tout ça, c'est des débats importants. Mais aussi la fin de la guerre et la construction d'une relation avec l'Union soviétique après 1948. Et ça c'est aussi quelque chose qui fait l'objet de débats importants dans le pays, puisque on parle on essaie il y a un débat sur la position de la Finlande pendant la guerre froide. Est-ce que la Finlande n'a pas trop donné à l'Union soviétique à ce moment-là, etc., etc. Donc ça, oui, la Seconde Guerre mondiale reste non seulement une séquence très étudiée par l'historiographie finlandaise. Comme j'ai dit, c'est un vaste, un bac à sable formidable pour les chercheurs finlandais, puisque c'est très très bien documenté, il y a énormément de matériel, etc. Mais c'est aussi quelque chose dont on débat beaucoup et qu'on utilise beaucoup dans le débat général en Finlande. Il y a en fait, à mon sens, 3 pays en Europe, dans lequel la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est quasi uniquement positive. C'est la Grande-Bretagne, la Russie et la Finlande. Dans tous les autres, il y a toujours un aspect particulier qui est lié, pour la France, évidemment, il y a la défaite de 40, mais il y a aussi la participation de la France à l'Holocauste, France de Vichy, etc. Tout ça, c'est pas non plus extraordinairement positif. Dans d'autres pays, évidemment, comme l'Allemagne, mais aussi la Suède, où la Suède a quand même une relation avec l'Allemagne nazie qui est pendant très longtemps extrêmement cordiale. Les occupations norvégiennes et danoises, l'Espagne qui participe pas à la guerre mais qui soutient quand même Hitler, etc., l'Italie fasciste. Tout ça, c'est des mémoires extrêmement divisées de la guerre. En Finlande, en Grande-Bretagne et en Russie, la mémoire reste quand même assez massivement positive du second conflit mondial. Merci beaucoup. Bien, il est temps de conclure cet entretien. Nous vous remercions en tout cas beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'était passionnant. Et pour ces échanges. Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.